Bonjour à tous, ici Paul-Elena Ponceau pour une vidéo sur les mystères du temps. Et c'est un thème très intéressant et passionnant, vraiment, parce que c'est toujours à plusieurs niveaux et Paul Ponceau va nous expliquer tous les niveaux. Alors, avant de commencer, on voulait vous annoncer qu'on organise une conférence pour le samedi 3 février 2024 à Paris 14e en présentiel. Je précise bien en présentiel. Donc là, c'est très intéressant parce que ça va porter sur la fausse lumière. Le thème, ça sera sur la fausse lumière. Et énormément de personnes sont dans la fausse lumière, malheureusement. Vraiment, c'est très important d'être conscient et vraiment être au courant de cette information. Pour cela, n'hésitez pas à vous inscrire. Et pour vous inscrire, il suffit de nous envoyer un mail. Pour cela, il y aura toutes les coordonnées en dessous de ce podcast. À part ça, il y a un webinaire de Paul Ponceau. Il y aura un webinaire de Paul Ponceau le samedi 17 février 2024 et ça sera de 19h à 23h. Et ça sera un webinaire en direct. En direct. Et ça va porter sur le thème, encore une fois très intéressant, sur le contrôle mental. Et comme vous pouvez le penser, ça ne concerne pas que les stars ou les acteurs, ça concerne tout le monde. Ça concerne monsieur tout le monde. Donc, c'est très important d'assister et être au courant de cette information. Et sachez que justement, on va donner des informations qui sont totalement inédites, qu'on n'a jamais données, ni dans nos podcasts, ni dans nos livres. Donc vraiment, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à vous y inscrire. Pour vous y inscrire, on mettra le lien juste en dessous de ce podcast. Et puis, vous n'aurez plus qu'à suivre la procédure. Et c'est un petit prix, puisque c'est comme le webinaire du 19 janvier. C'est que des petits prix et de la très bonne information. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous y inscrire. Et comme c'est des thèmes très passionnants, on va rester dans ces thèmes et les mystères du temps. Je voulais aussi préciser que pour ceux qui n'ont pas pu assister à mon webinaire du samedi 19 janvier, vous pouvez toujours acheter l'enregistrement, donc puisque tous les webinaires sont enregistrés. On mettra le lien pour l'enregistrement du webinaire du samedi 19 janvier. Et sachez que pour ceux qui l'ont déjà acheté, je fais le montage et j'envoie ça dans la semaine. Donc, si vous achetez le webinaire du samedi 19 janvier, on vous l'envoie par WeTransfer. Absolument. WeTransfer. Et je tenais à remercier tout le public qui sont venus à ce webinaire, donc du vendredi 19 janvier. C'était vraiment un public super, des gens très intéressants. Il y a eu vraiment des gens passionnés. Il y a eu vraiment des personnes qui ont fait des remarques très intéressantes, qui ont vraiment apporté des choses extrêmement intéressantes. Donc, je remercie tous les participants. Et puis, vraiment, ça fait plaisir parce que c'était une première et donc, ça fait plaisir qu'on ait passé un aussi bon moment parce que je n'étais pas du tout rodée au webinaire, donc je craignais un petit peu et ça s'est très bien passé. Très bien passé, absolument, c'était super intéressant. Et on va continuer dans le thème qui est très intéressant d'aujourd'hui aussi, c'est sur les mystères du temps. Qu'est-ce que tu as à nous dire, Paul, sur les mystères du temps? Parce que tu étudies toujours à plusieurs niveaux et tu nous démontres ça de façon très bien. Comment ça se fait? Est-ce que le temps est ce qu'on pense? Alors, le temps n'est pas du tout ce qu'on pense. Tout simplement parce que le travail de pionniers comme Rijvan Vir, donc un informaticien du MIT américain d'origine indienne, donc ses travaux démontrent
que notre réalité fonctionne exactement comme une simulation. Et toutes les recherches de ce scientifique, donc ce spécialiste de l'informatique et de la physique, confirment le travail qui a été fait par des gens comme Michael Talbot dans les années 90, mais ça confirme aussi l'intuition qu'avaient les mystiques à propos de la nature de notre réalité. Que notre réalité est basiquement une simulation. Et cette simulation de nature holographique a été conçue par des entités non humaines. Et donc, dans un jeu vidéo comme Super Mario, le temps, l'échelle du temps du jeu est programmée dans le jeu. Donc, dans cette réalité, le temps, c'est un programme. C'est issu de la technologie des entités sans âme, donc entités sans âme, qui ont généré cette simulation. Donc, ça explique que ces entités soient capables de voyager dans le temps, puisque le temps n'existe pas pour elles. Le temps, c'est une illusion qui est liée à cette simulation, à cette fausse création. Et c'est ce qui explique que les décédés, donc qui sont dans l'au-delà, qui est la continuation de cette fausse création, qui est la continuation de la simulation, est une notion du temps différente de nous parce que tout simplement, le temps dans l'au-delà est programmé différemment par les entités sans âme. Donc en fait, beaucoup de médiums ont des prédictions par des communications authentiques avec des morts. On ne parle pas de communication avec la fausse lumière. Et ça vient du fait que les personnes décédées ont une perception du temps différente, puisqu'ils sont à un autre niveau de la simulation avant d'être réincarnés. Et le temps donc est perçu différemment. Donc pourquoi? Parce que le temps, c'est un paramètre des entités sans âme. Donc le temps étant un paramètre des entités sans âme programmées dans cette réalité, d'une, ça explique que les entités sans âme sont au-delà du temps, qu'elles puissent voyager dans le temps, et de deux, ça explique que le temps passe différemment dans les différentes dimensions de la fausse création. Donc ça explique les phénomènes de missing time et tout cela, parce que beaucoup d'abductions, beaucoup de contacts ont lieu dans d'autres dimensions de cette fausse création, voire dans des dimensions physiques mais synthétiques de la fausse création, où le temps passe différemment. Donc par exemple, des personnes qui subissent des abductions vont être portées disparues pendant 2 ou 3 heures, alors que l'abduction pour elles a duré 4, 5 ou 6 jours. Inversement, certaines personnes qui subissent une abduction sont portées disparues pendant 4 ou 5 jours, alors que l'abduction pour elles dure 2 heures, parce que beaucoup d'abductions ont lieu ou dans d'autres dimensions de la fausse création, ou dans des dimensions synthétiques de la fausse création, qui sont absolument réelles, absolument physiques, mais qui ont des paramètres différents. Et les paramètres différents font que le temps passe différemment. Et donc, ça explique aussi les récits de fées et d'elfes où les personnes enlevées par les fées passaient 24 heures avec les fées, mais en fait, 100 ans s'étaient écoulés parce que certaines apparitions de fées, certaines apparitions d'esprits de la nature sont le fruit des mêmes entités que celles qui sont derrière les abductions et les contacts. Donc, ça, c'est quelque chose de fondamental à comprendre. Le temps est un des paramètres de cette fausse création. Est-ce que c'est dû à la rétrocausalité parce que le temps est non linéaire? Le temps est non linéaire. D'ailleurs, beaucoup d'hypnothérapeutes qui travaillent sur les abductions et aussi sur les vies antérieures ne parlent plus de vie antérieure, mais de vie simultanée, tout simplement parce que le temps n'existe pas en tant que tel, ce n'est qu'un paramètre de la simulation. Donc toutes les vies ont lieu en même temps. Et comme le temps est non linéaire, une personne peut se réincarner aussi bien dans le futur
que dans le présent, que dans le passé. La réincarnation peut se faire à différents niveaux et tout cela est simultané puisque le temps est issu de la programmation des entités sans âme. Donc on a déjà fait de nombreux podcasts sur la réincarnation, sur cela. Donc ici, on va s'intéresser plutôt au phénomène de glissement du temps et aussi à la rétrocausalité. La rétrocausalité, c'est quoi? C'est tout simplement le fait que le futur peut influencer le passé, donc que le futur peut influencer le présent et notre passé. Et c'est logique puisque tout est simultané, puisque le temps n'existe pas. Donc par exemple, des personnes se sont rendues compte que certains films qui avaient une programmation prédictive, la programmation prédictive devenait de plus en plus précise avec le temps. Je m'explique, par exemple, certains films prédisaient des événements qui ont eu lieu en 2001 et en 2019 notamment, donc des événements vraiment de niveau mondial. Et des chercheurs comme Matt McKinley, par exemple, un des spécialistes de la nature de la réalité, ont essayé de voir toute la programmation prédictive. Donc, ils ont épluché différents films et ils ont vu des éléments de programmation prédictive et ils se sont rendus compte que dans un même film, il y avait de plus en plus d'éléments de programmation prédictive avec les années qui passaient. Pourquoi? Parce qu'il y a cette action du futur sur le présent. Il y a cette rétrocausalité. Et la rétrocausalité peut expliquer certaines prophéties, cette action du futur sur le présent, en tout cas ce lien du futur avec le présent. Par exemple, il y a un auteur américain qui a prédit 12 ans avant la catastrophe du Titanic, et on peut se demander, est-ce que c'est une prémonition qu'il a eue? Est-ce que c'est tout simplement des entités qui lui ont dicté ce qui allait se passer? Ou est-ce que c'est un exemple de rétrocausalité, d'action du futur sur le passé? Et ça, cette notion de rétrocausalité, d'action du futur sur le passé, a été étudiée par un psychologue américain, le docteur Eric Vargo. Donc, et lui, qui est un scientifique à la base sceptique, mais qui s'est rendu compte que cet impact du futur sur le passé pouvait expliquer certaines prophéties, par exemple, puisque tout est simultané, donc il est logique que le futur ait un impact sur le passé. Est-ce que ça expliquerait les programmations prédictives? En partie, en tout cas, que les programmations prédictives se renforcent avec le temps. Donc, je n'irai pas plus loin, mais disons que les programmations prédictives se renforcent avec le temps. Quand on voit, par exemple, si on voit en 2010 un film des années 90 qui prédisait certains événements qui ont eu lieu au début des années 2000 et qu'on revoit ces mêmes films en 2024, il y aurait de plus en plus d'éléments de programmation prédictive, comme si la programmation prédictive était renforcée, et ça c'est lié à l'action du futur sur le passé. Donc ça va extrêmement loin et c'est logique parce que tout est simultané. Est-ce que ça a à voir avec la nature de la réalité? Bien sûr, et je vais donner des exemples précis. On a parlé dans un podcast récent de tulpas. Les tulpas, c'est des formes pensées que l'on crée par nos croyances et des formes pensées qui sont renforcées par les intelligences artificielles. Donc, j'ai donné 2 exemples de tulpas. L'exemple des rampants blancs ou pale crawlers ou rake. Donc, c'est des créatures qui sont nées
de forums Internet. C'est des créatures qui ont eu un énorme impact sur le psychisme des masses, en tout cas sur les gens qui participaient à ces forums. Et Slenderman également, c'est issu d'un forum Internet. C'est quelque chose qui a eu beaucoup d'impact sur les gens qui participaient à ce forum. Et c'est un personnage fictif comme les Rake ou Rampant Blanc qui se sont littéralement matérialisés, qui ont pris vie. Par exemple, des témoins dignes de foi ont vu des Rake, des Rampants Blancs, même en France, voir le travail de Virgile Candeille. De même, des témoins dignes de foi ont vu des personnages de type Slenderman. Or, ces personnages sont des personnages de fiction qui ont été créés pour des forums Internet. Simplement, ces personnages ont eu un tel impact sur le psychisme des personnes qui ont participé, ça a tellement impacté sur le psychisme des personnes qui ont participé que les croyances se sont matérialisées et que les croyances ont pris une forme physique, matérielle. Après, il y a également le lien entre le fait que ces personnages sont issus de forums Internet, donc que ces personnages ont littéralement été sont issus de forums, donc ces personnages existent dans les mondes des intelligences artificielles, et les mondes des intelligences artificielles ont leurs propres règles, sont peuplés de leurs propres créatures, et c'est issu de tout ce qui a été tapé sur Internet, puisque ça nourrit ces mondes des intelligences artificielles, et sous certaines conditions, les créatures des mondes des intelligences artificielles peuvent se matérialiser dans notre réalité. Ensuite, il y a le fait que les entités sans âme peuvent modifier leur apparence en fonction de nos croyances. En tout état de cause, des créatures de type Rake, Rampant Blanc ou Slenderman ne figuraient pas dans les textes anciens, textes du XVIe, XVIIe siècle. Pourquoi je dis ça? Parce que des personnages comme Charles Fort, John Keel avaient à leur époque, donc Charles Fort de 1910 à 1930, à peu près John Keel dans les années 60, 70, 80, 90, ils avaient épluché ces textes anciens et réépluché à la recherche de témoignages. Et jamais ils n'ont découvert de témoignages de créatures de type Slenderman. Sinon, ils en auraient parlé d'une manière ou d'une autre. Et comme c'était des gens qui parlaient bien, qui décrivaient bien les choses, le lien aurait été fait par des chercheurs contemporains. Or, ils n'ont découvert aucune créature qui répondait à la description de Slenderman et du Rake. Pourtant, donc en 2015, Nick Redfern, un chercheur anglais, a fait des recherches dans des textes anciens sur ce genre de personnages et lui a découvert que les anciens décrivaient des personnages de type Slenderman, de type Rake. Donc ça montre bien que ces tulpas, ces créatures issues des intelligences artificielles peuvent transcender l'espace et le temps. Et une fois qu'elles sont créées, par exemple elles sont créées en 2010, elles peuvent se matérialiser en 2010, 2011, 2012, 2020, 2023, 2024, 2030, 2050, mais elles peuvent aussi se matérialiser en 1950, 1840, 1700, 1600, 1500, etc. En gros, ça montre que ces créatures, ces tulpas, transcendent l'espace et le temps. Et les entités sans âme, c'est pareil, parce que beaucoup de ces apparitions de type Slenderman sont liées aussi aux entités sans âme qui imitent nos croyances, qui manipulent nos croyances, et ça montre bien qu'elles peuvent littéralement transcender le temps. Et ces créatures, c'est des créatures, en fait, les créatures énergétiques ou physiques? Alors, je vais y revenir, mais en fait, les entités sans âme peuvent imiter
une croyance et ensuite voyager dans le temps avant que la croyance ne soit créée et se matérialiser sous la forme de cette croyance avant que la croyance ne soit créée pour renforcer la croyance. Donc, les entités sans âme, ce sont des créatures absolument physiques. Elles sont physiques comme nous, mais disons que leur physique est différente, mais elles sont aussi physiques que les humains. Mais les lois de la physique sont un peu différentes pour elles, mais ce sont des créatures physiques, matérielles, comme en témoignent de nombreux contactés, de nombreuses abductées, comme le montrent les radiographies qui montrent la présence d'implants suite à des abductions, les traces radars, etc. Donc, c'est des créatures physiques, matérielles. Mais les tulpas sont aussi de nature physique et matérielle quand ils se matérialisent, quand ils prennent forme. Le tulpa créé par Alexandra Davidny était capable de pousser des gens. Philippe le fantôme, donc créé par des parapsychologues canadiens à Toronto, était capable de faire bouger des tables, d'influencer des instruments de mesure et même d'apparaître physiquement. Donc, et tu penses que les tulpas peuvent créer comme les humains? Non, pas du tout. Ce sont des êtres qui sont dépourvus de connexion divine. Mais ces êtres sont au-delà de l'espace et du temps. Et ils peuvent se matérialiser, se manifester dans le passé. Donc il y a tout ce concept de rétrocausalité. Et le temps, c'est que tout le temps est simultané. Donc ça explique le phénomène de glissement dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont retrouvés littéralement dans le passé ou dans le futur. Il y a un cas très célèbre, c'est le cas des deux Anglaises, Miss Moberly et Miss Jourdain, qui en 1900 visitaient le château de Versailles et se sont retrouvées à l'époque non pas de Marie-Antoinette, comme le disent beaucoup de chercheurs, mais à l'époque de Louis XV, donc bien avant Marie-Antoinette. En tout état de cause, elles ont vu une femme qui ressemblait vaguement à Marie-Antoinette, et ça c'est à cause de la coiffe, tout simplement, parce qu'à l'époque de Louis XV, les coiffes comme avait Marie-Antoinette étaient déjà à la mode, et elles ont vu des jardiniers qui avaient un certain uniforme, et plus tard, des chercheurs ont fait des recherches et se sont rendus compte que les uniformes décrits par Miss Moberly et Miss Jourdain correspondaient aux jardiniers de l'époque de Louis XV. Donc, elles ont fait un voyage dans le temps, et elles ont écrit leur récit qui s'appelle Les fantômes du Trianon. En fait, elles n'ont pas vu des fantômes, mais elles ont voyagé dans le temps, elles ont voyagé vers le passé. À Versailles, j'ai connu une archéologue qui avait vécu une expérience similaire et elle s'est retrouvée quand elle avait 10 ans, donc dans les années 60, elle visitait Versailles avec ses parents et tout d'un coup, elle s'est retrouvée dans le carrosse d'un ambassadeur hollandais au temps de Louis XIV. Donc beaucoup de personnes se sont retrouvées dans d'autres époques à Versailles. Beaucoup d'autres personnes ont vécu ces glissements temporels. Donc, est-ce qu'il y a des espèces de couloirs du temps à Versailles? Versailles, c'est un lieu de pouvoir, donc est-ce qu'il n'y a pas des rituels qui ont été faits pour ouvrir des portes du temps? Peu importe, mais il y a des lieux de passage dans le temps à Versailles. Donc, il y a des exemples de glissement du temps. Il pourrait y avoir des vortex. Après, il y a des vortex. Parfois, il y a des glissements simultanés. Par exemple, dans le village où on habite, une personne, et on a raconté le cas dans plusieurs podcasts, mais une personne s'est retrouvée en 1944 à l'époque où le village avait été bombardé par les troupes alliées.
Donc, comment ça s'est passé? Cette personne avait un immeuble, donc il louait cet immeuble à plusieurs familles. Et les familles signalaient énormément de bruit, des bruits d'explosion, des bruits extrêmement forts dans l'immeuble. Et après, elles allaient voir et elles ne trouvaient rien. Après, le propriétaire de l'immeuble qui habitait ailleurs s'est séparé de sa femme, donc il est allé vivre dans un des appartements de son immeuble. Et un jour, il a entendu des bruits d'explosion. Il était avec un ami, ils ont entendu des bruits terribles d'explosion. Donc, mais des bruits absolument énormes. Et ils ont cru qu'il se passait quelque chose de terrible dans la rue parce que c'était pas des bruits de pétard ni rien. Ils sont sortis et là, il y avait absolument rien. Donc, ils ont absolument pas compris et ils ont continué leur conversation. Et quelques semaines plus tard, le propriétaire de l'immeuble entend à nouveau des bruits d'explosion, mais absolument terribles. Boum, 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 comme des canons, comme des bombardements aériens. Donc là, il se dit, ça y est, qu'est-ce qui se passe et tout. Et il regarde par la fenêtre, et là, il voit qu'il y a de la fumée qui s'élève, il y a des avions à hélice, je précise bien, dans le ciel, et que la gare qui est juste en face était en feu. Donc, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il sort paniqué, et là, plus rien, tout est normal, et tout ça. Donc, il s'est dit, quelque chose de pas normal s'est produit. Comme c'était quelqu'un qui était ouvert d'esprit et tout ça, il s'est dit, c'est un phénomène de hantise, c'est quelque chose. Après, il s'est dit, mais un fantôme, ça ferait pas ça. De fil en aiguille, il s'est rendu compte qu'il avait vécu un glissement dans le temps et qu'il avait revécu le bombardement de la guerre de cette ville. Donc, il m'a parlé de ce témoignage et effectivement, à l'époque où il disait, et effectivement, en 1944, en août 1944, la gare de ce village avait été bombardée. Et d'ailleurs, le bombardement avait fait plusieurs victimes et tout ça. Et mes grands-parents qui habitaient déjà dans ce village me parlaient de ce bombardement de la gare. Donc, il a vécu un glissement dans le temps. Et à ma connaissance, le village où on est, il n'y a pas de vortex, il n'y a rien. Donc parfois, c'est un espèce de bug dans la simulation où deux époques vont se retrouver en contact l'une avec l'autre, ce qui explique certains phénomènes de glissement dans le temps. Aux États-Unis, il y a la famille Perron qui vivait des phénomènes de hantise et tout ça. Le cas de cette famille a été étudié par les Warren. Donc, en fait, ils étaient au niveau d'un vortex où il y avait à la fois des phénomènes de hantise, mais des phénomènes de glissement dans le temps. Et un jour, donc c'était dans les années 60 ou 70, si ma mémoire est bonne, et un jour, ils ont vu des gens en habits du XVIIe ou XVIIIe siècle dans leur salon. Donc eux étaient complètement étonnés, mais les gens du XVIIe, XVIIIe siècle étaient également très étonnés. Donc les gens du XVIIe, XVIIIe siècle étaient des fantômes pour la famille Perron, mais la famille des Perron était des fantômes pour les gens du XVIIe, XVIIIe siècle. Donc, dans la maison des Perron, il y avait des vortex, des entités, des fantômes. C'était vraiment plusieurs vortex, mais un vortex menait vers d'autres époques, d'autant plus que dans les années 50, il y a un cas similaire. Il y a une famille qui descend, une famille américaine, qui descend prendre son petit déjeuner. Et quand ils rentrent, ils voient des gens à leur table. Et c'est des gens en habits du 19e siècle. Donc là, ils ont tous peur. Et ils se rendent compte que les gens en habits du 19e siècle avaient également peur. Donc les gens des années 50 étaient des fantômes pour les gens du 19e siècle. Et les gens du 19e siècle
étaient des fantômes pour les gens des années 50. Donc ça, c'est clairement un phénomène de glissement dans le temps. Et il y a des phénomènes de glissement dans le temps où les gens se retrouvent dans le futur. Par exemple, en 1931 ou 1932, il y avait deux journalistes britanniques, anglais, qui faisaient un reportage sur le port de Hambourg. Et donc, ils étaient à leur hôtel, ils étaient à l'hôtel et tout ça, et puis ils sont allés au port faire le reportage. Donc, ils font leur reportage, et soudain, le ciel s'obscurcit, et ils entendent des bruits de sirènes. Ouh, ouh, de sirènes anti-aériennes. Et puis là, ils voient des avions dans le ciel et des bombes qui tombent partout autour d'eux, d'un coup. Et là, ils voient des gens en train de mourir, ils voient des explosions et tout. Donc, ils paniquent, ils prennent leur voiture, et ils rentrent tout de suite à l'hôtel, paniqués. Et là, le ciel de la ville est totalement obscurci par la fumée, il y a des incendies partout, et tout, ils arrivent à leur hôtel qui est intact. Donc, ils disent à la réception, mais qu'est-ce qui se passe? Et le réceptionniste les regarde avec des grands yeux comme ça, et il se disait, ils sont fous ces Anglais. Et ils leur disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a la ville est en feu, il y a un bombardement ou quoi? Et le réceptionniste leur dit, vous êtes complètement fous. Donc là, effectivement, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de bruit. Et ils regardent dehors de l'hôtel, tout est calme, la ville est tranquille. Simplement, en 1942 ou 43, donc une dizaine d'années plus tard, il y a eu un bombardement de Hambourg par les Anglais et les scènes décrites étaient identiques à ce que décrivaient les journalistes, puisque c'était des bombes incendiaires qui étaient larguées sur la ville de Hambourg, d'où le ciel obscurci, d'où les incendies, partout. Donc, ils sont littéralement retrouvés dans le futur. Il y a aussi le cas de Madame X qui s'est retrouvée dans une autre dimension. Dans une timeline. Ça, on va en parler parce que c'est un petit peu différent que le temps, tout en étant lié. Attention, parce qu'on peut pas savoir si la personne est dans une autre timeline ou dans le futur. C'est là, mais effectivement, c'est extrêmement lié. On va revenir parce que timeline, c'est un peu différent de temps, mais c'est dans le même thème. Quelque part, oui. Donc, il y a ces phénomènes, vraiment, ces phénomènes voyagent dans le temps. Il y avait aussi ces deux couples d'Anglais qui descendaient en Espagne et ils sont arrêtés dans un hôtel du sud de la France, près de Montélimar, à Montélimar même. Et il faut savoir que la ville de Montélimar est à la limite de la Drôme et du Vaucluse, et c'est un lieu extrêmement tellurique, où il y a énormément de vortex naturels. Donc, ils descendaient en Espagne, et c'était la fin des années 70, et étant fatigués, ils se sont dit, on va s'arrêter à Montélimar. Donc, l'hôtel où ils devaient aller était complet, donc ils sont un peu tournés dans la ville, et là, ils trouvent une espèce d'auberge. Et c'est une auberge extrêmement ancienne. Et ils se disent, bon, on va voir s'il y a des chambres ici. Et quand ils rentrent, les gens sont tous vêtus de vêtements anciens. Et ils demandent des chambres et l'aubergiste leur donne des chambres. Mais ils se rendent compte que tout est extrêmement ancien, tout est extrêmement vieux. Et quand ils vont dans les chambres, il n'y a pas d'eau courante, ils ont un espèce de bol d'eau pour se laver et tout ça, mais sinon la chambre est très confortable, mais très ancienne. Ils descendent manger, et là, de la très bonne nourriture, mais toujours pareil, tous les clients sont en habits anciens, habits style 19e siècle. Et ils mangent un très bon repas, et ils remontent et ils sont tellement impressionnés par les lieux qu'ils prennent plusieurs photos. Donc, le lendemain matin, ils descendent payer.
Et avant de payer, celui qui conduisait donc dit je suis un peu perdu, je vais demander aux gendarmes, parce qu'il y a des gendarmes dans l'hôtel, où est la route qui mène qui mène vers la frontière espagnole, qui est quand même loin de Montélimar. Donc, il voit les gendarmes et il se dit, c'est des gendarmes très bizarres. Ils sont habillés vraiment bizarrement et tout. Donc, il commence à parler, à baragouiner du français aux gendarmes qui lui répondent que la route principale est là-bas. Et puis, il demande l'addition. Et là, l'aubergiste leur dit 19 francs. Donc, il dit à l'aubergiste, mais 19 francs, c'est rien, vous êtes trompé. Parce que même à la fin des années 70, une chambre d'hôtel à 19 francs, ça n'existait pas. Donc l'aubergiste leur dit, si, 19 francs. Donc ces touristes se dépêchent de vite payer et ils partent très rapidement. Donc comme ils sont assez sidérés par ce qu'ils ont vu, ils se disent, il y avait peut-être le tournage d'un film ou quelque chose comme ça. Ils partent en Espagne, leurs vacances se passent très bien, ils font énormément de photos et tout, puis ils rentrent en Angleterre. Et en remontant en Angleterre, ils veulent à nouveau s'arrêter dans cet hôtel qui est extrêmement fascinant. Mais ils ne le retrouvent pas. Donc finalement, ils s'arrêtent à un hôtel style Novotel ou style Campanile, ça existait à l'époque, enfin un hôtel un peu moins poétique, on va dire. Et puis ils remontent en Angleterre. Et là, en Angleterre, ils font développer leurs photos. Et toutes leurs photos sont fabuleuses et tout, mais les photos qui avaient été prises dans cet hôtel ne sortent pas. Il n'y a rien sur les photos. Donc, une des touristes en parle à sa sœur ou à une de ses amies, et une de ses amies lui dit, vous avez vécu un phénomène de glissement dans le temps. Et de fil en aiguille, ces touristes anglais font des recherches sur les glissements dans le temps et ils tombent sur les rares livres de l'époque qui en parlaient. Donc il y avait les livres de Charles Berlitz, il y avait quelques livres de John Keel, si ma mémoire est bonne, qui en parlaient, le livre de Mauberly et Jourdain, mais très très peu de livres. Mais ils arrivent à trouver quelques informations. Donc, quelques temps plus tard, avec une équipe de télévision, ils essayent de retrouver l'hôtel et là, pareil, ils ne retrouvent jamais l'hôtel. Donc, après, plusieurs personnes ont dit, mais il y a des incohérences. Pourquoi les aubergistes auraient pris des pièces de francs des années 70 alors que c'était très certainement au 19e siècle? Parce que je précise qu'ils ont fait des recherches sur les habits des gendarmes et c'était des habits de l'époque du 19e siècle, vers 1870 ou quelque chose, si ma mémoire est bonne. Mais un ufologue américain, Raymond Fowler, spécialiste des glissements dans le temps, a montré que les pièces de la fin du 19e siècle étaient relativement proches des pièces des années 70, au moins pour certaines d'entre elles. Donc on peut penser que les aubergistes de l'époque n'ont peut-être même pas cherché à voir si les pièces étaient authentiques. C'est comme à une époque, il y avait une pièce turque qui ressemblait à une pièce de 2 euros et beaucoup de commerçants recevaient cette pièce turque et ne s'en rendaient même pas compte. Enfin, donc c'est extrêmement intéressant et en plus, plusieurs choses ont été vérifiées, notamment l'habit des gendarmes. Et ces touristes anglais, qu'est-ce qu'ils allaient s'intéresser à l'habit des gendarmes français au 19e siècle? Oui, c'est qu'ils ont vu réellement qu'il s'agissait de quelque chose de paranormal. Paranormal. Et ça s'explique parce que le temps est... Tout est simultané. Le temps, c'est qu'un paramètre de la simulation. Donc, à certains moments, il y a des bugs dans la simulation, un peu comme il y a des bugs dans les jeux vidéo, des bugs dans un ordinateur. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, il y a aussi des vortex artificiels qui peuvent être ouverts par des rituels de magie ou par des technologies qui mènent dans le temps. Le CERN
C'est un exemple. Aleister Crowley, par exemple, il était propriétaire ou il louait la Boleskine House. Et la Boleskine House, c'est une maison absolument sinistre en Écosse qui est à proximité du Loch Ness. Et d'ailleurs, le terrain de cette maison peut encore se visiter et tout ça. Et d'où l'apparition du monstre. En partie, parce que le monstre du Loch Ness a toujours été signalé. Du reste, on fera un jour un podcast sur les monstres marins. Il y a toujours eu des créatures inconnues dans le Loch Ness, des créatures inconnues qui ressemblaient à des dinosaures. Il y a des témoignages qui remontent au 6e siècle. Même des témoignages des anciens mythes écossais parlaient de présence de kelpies dans le Loch. Donc il y avait toujours des créatures monstrueuses. Et très probablement sous le Loch Ness, il y a des grottes qui mènent vers la mer. Donc il y a des créatures inconnues ressemblant à des dinosaures qui viennent se reproduire dans le Loch ou qui viennent de temps en temps dans le Loch et qui vivent très probablement dans des grottes sous le Loch où il y a des poches d'air et qui peuvent mener à la mer. Donc il y a des créatures inconnues dans le Loch qui ont toujours été vues. Aleister Crowley était propriétaire de la Boleskine House dans les années 1910. Et c'est à partir des années 1920-1930 que le nombre d'apparitions de monstres du Loch Ness a explosé. Or, dans les années 1910, Aleister Crowley menait des rituels absolument abjects, des rituels de magie noire, où il cherchait à ouvrir des portes du temps. D'ailleurs, les technologies de Crowley ont été utilisées pour les expérimentations style expérience de Philadelphie, qui sont liées aux technologies des entités non humaines, mais aussi à des technologies de magie noire liées à Aleister Crowley qui ouvraient des portes du temps. Donc on peut émettre l'hypothèse que l'augmentation des cas d'apparition du monstre du Loch Ness viennent du fait qu'Aleister Crowley a ouvert un vortex qui menait vers l'époque préhistorique, vers le passé de la Terre, ou en tout cas le passé de la timeline, puisque la timeline a été modifiée et que sous certaines conditions, ces vortex s'ouvrent et les gens peuvent littéralement voir des scènes du passé et donc voir des créatures de type plésiosaure, monstres marins, sous certaines conditions, parce qu'il y a une augmentation des cas d'apparition de monstres du Loch Ness dans les années 30. Certes, il y a une route qui a été construite à proximité du Loch, donc plus de gens ont vu des créatures inconnues, conventionnelles, des créatures inconnues, des animaux inconnus tout simplement, mais ça n'explique pas tout. On peut penser qu'il y a eu un vortex qui a été ouvert par Crowley qui mène littéralement vers le passé, ce qui explique qu'il y a des disparitions mystérieuses à proximité du Loch, et d'ailleurs, dans toute l'Écosse, il y a pas mal de disparitions mystérieuses. Et cette connexion du monstre du Loch Ness avec, disons, le paranormal, la magie, qui en fait, qui a rien de paranormal, c'est lié à la nature de la réalité, elle a été découverte par un chercheur anglais, Ted Holliday. Après, il y a aussi des entités sans âme qui se font passer pour des monstres et tout ça parce qu'elles modifient leur forme, mais disons que ces couloirs du temps expliquent certaines apparitions de monstres du Loch Ness et peut-être même certaines apparitions cryptozoologiques de type dinosaure. On peut penser que sous certaines conditions, il s'agit aussi d'un glissement de temps quand on perçoit le monstre de Loch Ness. Quand on perçoit, c'est des glissements du temps ou une ouverture d'une fenêtre sur le temps. Pourquoi? Parce que la réalité a été manipulée par les rituels de magie noire d'Aleister Crowley. Parce que finalement, la magie, c'est manipuler la nature de cette réalité. Tout simplement, c'est une connaissance des lois qui régissent la simulation. C'est ça, en fait, la magie. Et ça peut être lié à des technologies ou pas. Donc, oui, pourquoi tu penses que pourquoi on a du mal à voir que le temps est non linéaire à ton avis? Parce qu'on est programmé pour le percevoir comme on est programmé pour le percevoir comme linéaire. C'est comme
par exemple, un personnage dans un jeu vidéo va percevoir le temps du jeu vidéo comme un temps linéaire, alors que le joueur verra que ce n'est pas un temps linéaire. Le programmeur saura très bien que ce n'est pas un temps linéaire. Et comme on est dans la simulation, on est programmé pour percevoir le temps comme linéaire, alors que le temps, tout est simultané. Et il y avait un ufologue anglais devenu une ufologue, du reste Ginny Randles, qui disons, travaillait pour le Bufora et qui avait écrit un livre dans les années 2000 où elle parlait de glissement du temps. Elle expliquait, ou il ou elle expliquait, peu importe, que basiquement, il y avait des phénomènes qui avaient lieu où des voitures se retrouvaient prises dans une déformation du temps, ce qui expliquait certains phénomènes, et pas tous bien évidemment, mais certains phénomènes de missing time, certains phénomènes de téléportation. Par exemple, en Argentine, il y avait un médecin argentin, le docteur Vidal, qui roulait avec sa femme près de Buenos Aires, et ils se sont retrouvés dans un brouillard, et ils se sont retrouvés d'un coup à Mexico. Donc ce phénomène de téléportation, c'est typique d'une espèce de déformation du temps, puisque espace et temps sont liés. Donc si on déforme le temps, on déforme l'espace. Est-ce que le temps, la météo aurait aussi à voir quelque part à un niveau avec ce glissement de temps? Alors, ces glissements de temps semblent se produire plus souvent quand il y a des orages. Donc, certaines conditions électromagnétiques peuvent provoquer des bugs dans la matrice, des bugs dans la fausse création. Donc, ça peut modifier l'atmosphère et inversement, et modifier le climat. Donc, on peut penser que la modification du climat s'accompagne d'une modification de la nature du temps. Alors, ça peut se faire de manière naturelle. Par exemple, quand il y a des orages, les conditions électromagnétiques peuvent, sous certaines conditions et sous certains environnements, provoquer des glissements dans le temps. Mais on peut aussi penser que toutes les technologies de modification du temps, de la météo, peuvent provoquer une modification du temps. Et comme tout cela est appliqué à grande échelle, je ne rentrerai pas dans le détail ici, ça peut expliquer que le temps semble passer différemment, que le temps semble passer beaucoup plus vite qu'à une époque. Là encore une fois, ce n'est qu'une hypothèse, mais voilà, c'est une pièce à jeter au dossier. Alors ensuite, il y a du voyage dans le temps qui se fait par des technologies. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des transferts de technologies entre disons, certaines factions du complexe militaro-industriel et les entités sans âme. Il y a eu des échanges de technologies. Donc, il y a des programmes de voyage dans le temps. Par exemple, l'expérience de Philadelphie, qui est une expérience absolument authentique. Il y a même des survivants qui ont témoigné, comme Al Bialek, par exemple. C'est une expérience qui a mal tourné, liée à des transferts de technologies d'entités sans âme, liée aussi à l'utilisation de techniques de magie noire, où des personnes ont été envoyées dans le futur, littéralement. Donc, c'est tout lié au projet Montauk et tout ça. C'est tout lié à des projets de voyage dans le temps. Mais il faut savoir que le sommet du CMI collabore avec les entités sans âme et que pour les entités sans âme, le voyage dans le temps, c'est comme voyager pour nous dans une pièce. Et pour le sommet du CMI, c'est pareil. Donc il y a un voyage constant
dans le passé, dans le futur, ce qui peut expliquer en partie l'effet Mandela et la modification de la réalité. Donc, on fera aussi un podcast sur l'effet Mandela parce que ça vaut vraiment la peine d'étudier cela. Et maintenant, on va parler des timelines. Les timelines, c'est un petit peu différent Est-ce que les que le timelines, temps. c'est des choix ou est-ce qu'une timeline, c'est comme les dimensions? Les timelines, c'est différent des dimensions. Les dimensions sont peuplées d'entités non humaines. Les timelines, c'est en fonction de choix. Par exemple, j'ai cette tasse de thé. Là, j'ai fait le choix de boire. Mais il y a deux possibilités. Quand je prends cette tasse, ou je bois le choix que j'ai fait, ou je ne bois pas, je prends juste la tasse. Et ça crée deux timelines. Ça crée une réalité consensuelle où j'ai bu la tasse, mais il y a une réalité alternative qui existe dans cette simulation, puisque cette simulation contient une infinité de timelines où je n'ai pas bu le thé. Et ces timelines vont évoluer différemment. Parfois, les différences sont mineures, parfois, les différences sont majeures. Et en fonction des choix qu'on fait, il y a une infinité de timelines. Parce que c'est comme dans un jeu vidéo, un personnage peut faire, on peut choisir d'aller dans une direction avec un personnage ou dans une autre. Ça crée deux possibilités différentes chaque fois qu'on a un choix. Et comme tout le monde a des choix, tout le monde fait des choix, il y a une infinité de timelines ou une quasi-infinité de timelines dans cette fausse création. Et les timelines vont influer les unes sur les autres. C'est un peu différent du temps, c'est en fonction des choix. Par exemple, dans cette réalité, on est dans une timeline où on s'est rencontrés, mais il peut y avoir une autre timeline où on ne s'est jamais rencontré, ou une autre timeline où on s'est rencontré des années plus tôt, puisqu'on aurait eu l'occasion de se rencontrer, on aurait pu se rencontrer 10 ans avant qu'on ne se rencontre, mais ça ne s'est pas fait. Mais il peut y avoir une autre timeline où on s'est rencontré, une timeline où on ne se rencontre pas du tout. Donc, il y a une infinité de timelines et on est branché sur une réalité, sur une timeline consensuelle, c'est notre réalité, mais il y a une infinité de timelines en fonction des choix que l'on fait. Et ces timelines vont toutes influer sur notre réalité consensuelle. Et par exemple, il y a des gens qui se retrouvent dans des timelines alternatives. C'est pas un voyage dans le temps, mais c'est un voyage dans des timelines alternatives. Il y a le cas de ce jeune américain. Il vivait avec ses parents, avec son père et sa mère. On en a déjà parlé, mais ça vaut le coup d'en reparler dans ce contexte. Il vivait avec ses parents et il avait une vie très heureuse. Son père travaillait tout le temps, mais il était très aimant, très gentil. Et le garçon était beaucoup plus souvent avec sa mère, puisque son père travaillait et la mère s'occupait de lui. Et la mère de ce garçon était un petit peu sa meilleure amie, sa confidente et tout ça. Il était très proche de sa mère. Et donc, il avait une enfance extrêmement heureuse. Et un jour, quand il avait peut-être 7 ou 8 ans, il a vu que sa mère commençait à partir pleurer. Donc, il comprenait pas pourquoi, mais après sa mère revenait, puis elle cessait de pleurer, donc il n'a pas posé de questions. D'autant plus qu'après sa mère s'était arrêtée de pleurer, donc il se posait pas de questions. Et un jour, le père était parti en voyage d'affaires, et donc le jour où le père devait revenir, la mère lui a dit: tu vas un peu jouer autour de la maison, moi je te prépare ton repas favori.
Donc le garçon va jouer, il rentre, sa mère lui sert son repas favori, et ce qui se rappelle, c'est le goût de ce repas, c'est l'odeur de ce repas, c'était merveilleux et tout ça. Il parle un petit peu avec sa mère normalement, comme il faisait tout le temps, puis sa mère se met à pleurer et elle part se coucher. Et là, le père arrive. Et le garçon demande à son père, mais pourquoi maman pleure? Qu'est-ce qu'on a fait à maman pour qu'elle pleure? Et le père lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me fais du mal comme ça? Et le garçon dit, mais maman, elle est partie pleurer aujourd'hui, elle avait arrêté, elle est repartie pleurer, qu'est-ce qui lui arrive? Et le garçon insiste, et là le père se met en colère, il lui dit, arrête de me torturer, arrête de me faire du mal. Et le garçon insiste, et le père lui dit, mais maman est morte depuis 2 ans. Donc là, le garçon n'y croit pas et tout ça. Il se met très en colère et il part se coucher. Donc le lendemain, il se réveille pensant avoir fait un horrible cauchemar, mais il descend, il ne voit pas sa mère, il voit son père. Et le père lui dit, la babysitter va arriver. Donc là, le garçon se met à hurler quand la babysitter arrive et tout ça. Et le père le fait interner. Et là, à l'hôpital psychiatrique, le psychiatre lui dit qu'il n'a pas accepté le deuil, que c'était qu'il avait fait un délit de deuil. Et comme il voyait que beaucoup de personnes qui rentraient à l'hôpital psychiatrique n'en sortaient pas, le garçon décide de jouer le jeu. Il dit au psychiatre, oui, j'ai fait un déni de deuil et tout ça. Donc il suit une psychothérapie, il suit une thérapie, il rentre chez lui et puis il continue à mener sa vie. Donc 10 ans ou 15 ans se passent, le garçon grandit et là il écrit son témoignage, il écrit au chercheur Tom Lyon son témoignage en disant que en fait il n'avait jamais été dans une situation de déni, que sa mère n'a jamais été morte, qui s'est retrouvée dans une timeline alternative où sa mère était morte. Mais il a dit que sa mère était bien là pendant les 2 années où elle était censée être morte. Sa mère était bien là. Il se rappelait des conversations avec elle, des conversations que la mère avait avec le père, de l'odeur des repas qu'elle préparait. Il se rappelait de tout. Donc pour lui, c'était clair et net qu'il avait été dans une autre timeline. Et ça peut s'expliquer par des basculements, des bugs dans la matrice, ou bien ça peut s'expliquer par des entités sans âme qui jouent avec des personnes et qui les transfèrent d'une timeline à une autre. Par exemple, il y avait le cas aussi de cette personne qui a eu un accident de voiture et qui a fait 6 semaines de coma. Pendant les 6 semaines de coma, la personne vivait une vie totalement différente. Il se rappelait, pendant les 6 semaines de coma, il vivait une vie où il avait été à l'université, où il avait rencontré une fille à l'université avec qui il s'était marié et avec qui il avait eu 2 filles. Alors que dans la timeline où il était dans le coma, il n'avait jamais été à l'université et le jeune de 30 ans vivait encore avec ses parents. Donc c'était une vie plutôt triste, plutôt seule et dans un travail qu'il n'aimait pas. C'était une vie en simultané, finalement. Une vie en simultané, absolument. Et dans le coma, basiquement, il se rappelle, il vit, pendant qu'il est dans le coma, il vit une autre vie. Là, il a été à l'université, il s'était marié, il avait eu des enfants, une vie extrêmement heureuse. Et puis un jour, dans cette vie alternative qu'il vivait pendant qu'il était dans le coma, il voit sa lampe de chevet qui s'était mise à fondre.
Donc il dit à sa femme, mais ma lampe de chevet, comment ça se fait qu'elle a fondu? C'est pas normal, elle est à côté d'aucune source de chaleur. Et sa femme lui dit, mais tu es complètement fou, elle a fondu parce qu'elle a fondu, elle a dû être trop près d'un radiateur ou un truc comme ça. Donc il oublie cela, mais ça lui laisse une drôle d'impression. Et quelques mois plus tard, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le coma, il a vécu toute une vie dans une timeline alternative, la lampe de chevet fond encore plus. Et cette fois, la femme le remarque. Donc là, elle se dit, mais tu ne disais pas des conneries, tu ne disais pas des bêtises. J'ai bien vu que la lampe a fondu, elle n'a jamais été à côté d'une source de chaleur. Et là, il commence à débattre avec sa femme sur la nature de la réalité. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? On est dans une sorte de réalité artificielle et tout ça. Finalement, ils finissent par se coucher. Et là, le garçon se réveille du coma. Et un miracle se produit, c'est qu'il se remet de son coma très rapidement. Donc, au bout de quelques semaines, il peut rentrer chez lui sans séquelles. Et là, ses parents... Il se rappelait pertinemment de ce ses parents remarquent qu'il est très déprimé et tout ça. Et ses parents l'amènent voir un psychiatre. Et au début, le psychiatre, qui était très ouvert d'esprit, pense que c'est lié à son coma. Mais après, il lui décrit ce qu'il a ressenti. Il lui décrit sa vie qu'il avait pendant le coma. Et le psychiatre lui a dit, il y a un phénomène réel. Il y a un phénomène réel qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé, une manipulation de la timeline, une manipulation de la réalité, parce que la manière dont vous avez de l'émotion quand vous décrivez cela, cela ne peut être qu'une expérience réelle. Donc on peut penser que où il s'est produit un bug et que pendant qu'il était dans le coma, le garçon s'est retrouvé incorporé ou l'esprit du garçon s'est retrouvé incorporé dans une timeline alternative. Ça, c'est une hypothèse. Ou bien on peut penser que les entités sans âme ont transféré le garçon de la timeline où il était joyeux, où il était marié, où il avait des enfants, vers la timeline triste où il vivait chez ses parents. Et que symboliquement, l'accident, ça correspondait à ce transfert. Pourquoi ça peut être ça l'hypothèse? Parce que les entités sans âme jouent avec les humains, elles jouent avec nous comme des pions et elles jouent avec notre réalité, ce qui explique les synchronicités artificielles, ce qui explique l'effet Mandela et tout ça. Et on peut penser qu'elles ont joué avec lui et qu'elles l'ont transplanté de sa timeline vers la nôtre pour se nourrir de son énergie. Donc, tu disais tout à l'heure, on a le cas d'une Madame X qui s'est retrouvée, qui a passé 1 an dans une timeline qui avait 15 ans ou 30 ans d'avance sur cette réalité. Et là, elle décrivait le transhumanisme, elle décrivait une matière vivante, elle décrivait la présence d'entités qui vivaient parmi les humains comme si de rien n'était, et elle décrivait un monde absolument sinistre basé sur le transhumanisme, un monde sans âme. Elle décrivait les interunivers. Donc on peut se demander si elle ne décrivait pas une timeline où les interunivers s'étaient déjà mis en place, ou est-ce que c'était le futur de cette timeline. En tout état de cause, elle a passé 1 an dans une timeline alternative. Donc on parle de son cas dans notre livre. Oui, mais ça, c'est les marionnettistes derrière le rideau. Donc ça, c'est typique d'une expérience de voyage dans une timeline alternative ou de voyage dans le futur de cette timeline. Parce qu'on ne peut pas vraiment savoir ce que c'est. Et
il y a André Deci, donc un hypnothérapeute, qui parvient à régresser les gens vers différentes timelines, parce qu'on vit sur des timelines en simultané, et certains problèmes dans cette timeline sont liés à des choix qui sont faits dans d'autres timelines. Pourquoi? Parce que les timelines ont toutes une influence les unes sur les autres, un petit peu comme les branches d'un arbre. Quand on secoue la branche d'un arbre, ça influe sur les autres branches de l'arbre et ça influe plus sur les branches qui sont proches que les branches qui sont éloignées. Donc les timelines les plus proches de nous, c'est-à-dire qui sont quasiment pareils à quelques détails près, vont plus influencer sur notre réalité consensuelle que les timelines plus éloignées. Mais ça va tout influencer sur nous. Donc, cette question de temps et de timeline, c'est vraiment la base pour comprendre cette réalité, pour comprendre même ce système de contrôle non humain et pour comprendre vraiment la nature des entités et la nature de la réalité. Donc, bien évidemment, nous, on va continuer à étudier le paramètre temps et le lien de cette réalité avec le temps, parce que c'est vraiment passionnant et c'est quelque chose de fondamental à comprendre, puisque les forces qui contrôlent cette réalité contrôlent, manipulent notre perception du temps. Donc, comprendre le temps et la perception du temps, c'est, à mon avis, quelque chose de fondamental. Donc, l'enquête se poursuivra dans d'autres podcasts, dans d'autres vidéocasts. Donc, on vous dit à très bientôt, pour un nouveau podcast vidéo. YouTube. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.